Allez. Bon. Dos. 2, 3, 4, clap. Dans un premier temps, je vais essayer de faire une distinction qui est abstraite, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, ça permet de réfléchir, entre un clivage qui est abstrait et un clivage qui serait concret, un clivage qui serait superficiel, mais qui peut avoir une influence quand même sur le cours des choses, et un clivage qui serait profond. Ça, ce serait le premier moment. Et pour penser ça, je vais essayer de penser la distinction de manière schématique entre les visions des stratèges orientaux face aux visions des stratèges occidentaux. Et en réalité, plus précisément, d'essayer d'opposer de manière caricaturale la conception stratégique qui s'est développée sous les royaumes combattants de Sun Tzu à Han Fei-Tse, opposer cette conception à la conception plus occidentale et plus récente, celle de Clausewitz, par exemple, de la stratégie. Après avoir fait ça, dans un deuxième temps, j'ai envie de donner deux petits exemples fictifs de stratagèmes. Des stratagèmes qui montrent comment certains clivages ne sont pas des vrais clivages. Ou plutôt, comment l'existence d'un clivage n'est pas synonyme de l'existence d'un schisme et donc n'implique pas nécessairement une véritable confrontation et une véritable bifurcation dans les horizons historiques, les stratégies politiques, les situations objectives, matérielles. Bref. Et je pense que cette pensée, elle est importante et je pense qu'elle s'enracine assez profondément dans la vision chinoise, taoïste, des choses où justement les opposés fonctionnent ensemble dans des processus cohérents et au contraire, au lieu de dissoudre l'ordre du monde, c'est justement leur opposition qui le maintient en harmonie ou en mouvement. Bon. Mais avant de... essayons d'aller dans les choses de manière plus claire. Alors, je dirais que la distinction entre clivage abstrait et clivage concret, elle repose sur l'idée qu'on aurait un clivage qui serait de l'ordre du clash, comme le clash médiatique par exemple entre deux opposants politiques sur un plateau de télé, ou le combat de boxe dans une arène entre deux adversaires qui se tapent dessus, ou enfin entre deux troupes qui s'affrontent à un moment déterminé, court, de corps à corps. Ça, c'est le clivage abstrait. C'est le clivage abstrait du clash, celui qui repose sur la confrontation en un moment fatidique et où la valeur des êtres qui sont engagés dans ce clivage et dans cette confrontation se révèle par des actions d'éclat, de bravoure, cela sous l'influence de dieux qui sont plutôt de l'ordre du tragique. C'est-à-dire, il y a un acte à un moment donné qui va trancher le cours du destin en un sens ou en un autre. Tandis que l'autre forme de clivage, le clivage que je dirais concret, c'est un clivage plus profond et que j'appellerais abstraitement un clivage de processus en cours. Pourquoi cette opposition ? Parce que dans un processus, c'est-à-dire dans un enchaînement presque mécanique de mouvements et de choses, il peut y avoir des oppositions ponctuelles, il peut y avoir des tensions et des conflits, sans que le processus lui-même en soit dérangé, voire ces conflits, ces tensions, ces oppositions accompagnent et favorisent le mouvement du processus.
Voilà pourquoi je fais un clivage dans le clivage, entre clivage abstrait et clivage concret, clivage de clash et clivage de processus. Maintenant, on va le voir ça de manière plus précise avec des notions théoriques de stratégie. Pour ça, je m'appuie sur ce que dit François Julien, qui est un sinologue, dans un bouquin qu'il a appelé « La propension des choses » et qu'il a publié en 1992, dont le sous-titre c'est « Pour une histoire de l'efficacité en Chine ». Et dans la propension des choses, un des premiers chapitres est consacré à ce qu'il appelle le potentiel né dans la disposition. Il y aurait un potentiel qui naît d'une disposition. Bon, c'est très abstrait, donc je ne vous demande pas tout de suite de capter ce que je dis, c'est normal de ne pas comprendre tout de suite. En fait, dans le vocabulaire chinois, taoïste et général, il existe un terme dont je ne sais pas comment il se prononce exactement, mais c'est che, ou chi, ou shi, C-H-E dans une certaine translittération. Et ce terme a été traduit par plusieurs autres termes en français, mais généralement ça désigne la disposition, le fait de disposer des choses dans une certaine manière, la configuration ou la structure. Che, C-H-E, ça voudrait dire disposition. Un autre sinologue, ennemi de François Julien, dans le livre de Han Fei-tse, Le Tao du Prince, traduit Che par position et pas par disposition. Mais au fond, la position, c'est une manière d'être placé quelque part dans un ensemble et de tenir cet ensemble par sa simple situation. Bon. Le concept de Che, il est intéressant parce que il définit en gros toute une conception de ce que c'est que la stratégie de la guerre en Chine. Les Chinois, et en particulier Sun Tzu, le plus connu, mais aussi Sun Bin Bingfa, ou dans le livre de Wang Anzi, un autre taoïste du IIe siècle après Jésus-Christ, qui synthétise un peu tout un tas de théories taoïstes. Avant Jésus-Christ, pardon, excusez-moi. Les stratèges chinois ont une vision des choses très différente que les stratèges occidentaux. En tout cas, selon François Julien. Et pour l'instant, je ne vais pas nuancer parce que ce serait trop compliqué. Et il suffit juste de faire cette distinction pour envisager et penser des choses. Il se trouve que ces auteurs ont écrit dans une période de la Chine qu'on appelle la période des royaumes combattants, et qui va en gros du 5e siècle au 3e siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère. Ce sont donc des pensées, des stratèges qui se sont développés dans la période pré-impériale, parce que l'empire chinois est créé par Qixi Huangdi sous les conseils de Han Fei-tse et de Li Tse à partir du 3e siècle, à peu près en 221-212 avant Jésus-Christ. Donc la période des royaumes combattants, c'est une période où il n'y a pas d'unification impériale de la Chine, mais où il y a des guerres extrêmement violentes entre différents royaumes. Dans cette période, ce qui compte, c'est la confrontation guerrière violente entre ces royaumes pour l'hégémonie de ressources, pour l'hégémonie aussi simplement de prestige. Et ce qui caractérise cette période par rapport à la période précédente, où il y avait aussi des conflits militaires, c'est-à-dire par rapport au 8e, 5e siècle, c'est que la guerre cesse d'être une guerre ritualisée. C'est-à-dire que jusqu'au 5e siècle, les batailles sont souvent des batailles extrêmement aristocratiques, d'honneur, ritualisées, avec, avant de les mener, une sorte d'absence de pragmatisme total, puisque ce qui compte, c'est les augures des oracles divinatoires et des choses comme ça. Et donc, il n'y a pas vraiment une pensée nécessairement pragmatique des mécanismes en cours des choses et des processus de la guerre pour vaincre à tout prix. Il y a avant tout un autre intérêt dans la guerre, qui n'est pas la victoire d'abord, mais qui est
un certain type de ritualisation de la vie sociale liée à la guerre. Bon. À partir du 5e siècle, ça change. Il y a plusieurs raisons à cela, mais il y a des raisons parfois très matérielles. Cette fois, il faut un certain nombre de ressources. Et du coup, les stratèges essaient de développer... D'abord, les stratèges sont confrontés à des conflits permanents, extrêmement violents et sanglants, où l'idéalisme ou le ritualisme, c'est pas forcément le plus immédiat à la pensée, soit des chefs de village, soit des chefs de clans, etc. Parce que la violence, les morts, les pillages, etc. sont tellement omniprésents que maintenant il s'agit vraiment de penser la sécurité d'un royaume et la conquête des royaumes adverses. Et c'est pas un jeu, c'est plus un rituel. Même si les choses peuvent se mêler à plusieurs reprises. Donc du coup, les stratèges chinois, en particulier Sun Tzu, vont concevoir la guerre non pas du tout comme le terrain du chaos, de la violence, du sang arbitraire, mais comme l'espace où se déploient des processus cohérents selon des lois ou des règles constantes. Et que, au fond, une bataille, c'est pas quitte ou double, et c'est pas jeter une pièce, et c'est pile ou face, le hasard détermine qui gagne. C'est pas ça. Ces stratèges commencent à comprendre que, au fond, une vraie bataille est déjà gagnée avant même qu'elle soit enclenchée. Ou elle est déjà perdue en fonction de la position qu'on prend. Une des conceptions de la stratégie de Sun Tzu, qui est une des plus connues, c'est l'idée que l'action du bon stratège, un stratège est d'autant plus bon et meilleur qu'on n'en entendra jamais parler. Pas parce que on l'oublierait, mais parce que on n'a rien à en dire. Il n'y a pas de grands faits d'armes ou d'exploits ou de grandes ruses qu'on pourrait dire de ce stratège génial et parfait pour montrer à quel point il est bon. Car ce stratège, le meilleur, le plus idéal, c'est quelqu'un non seulement qui a gagné avant même de livrer tout combat, mais qui a réussi à empêcher l'apparition même de la dissension du conflit au moment de ses symptômes les plus infimes, comme le très bon médecin qui soigne le malade avant même qu'il tombe malade. Parce qu'il y a quelques indices qui présentent que la maladie va peut-être surgir, et ça c'est facile à soigner, mais si on laisse s'approfondir ces indices, il se change en symptômes, ce symptôme se change en cause, et le corps s'effondre. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la philosophie, dans la pensée stratégique chinoise, mais aussi plus générale politique, de rois qui refusent de se faire soigner la première fois que le médecin lui dit « Là, il faudrait qu'on vous gratte un peu le champignon qui vous pousse sur la peau. Il est juste sur votre peau, on le gratte, c'est fini. » Et lui, il fait « Ah, c'est encore un médecin qui veut me vendre ses remèdes de pacotille, je ne ressens rien, il n'y a pas de problème, c'est rien. » Et puis, le médecin revient 3 semaines plus tard et il fait « Ah, il faudrait quand même qu'on commence à essayer de cautériser le champignon, parce que là, il pénètre dans la peau. » Et le roi en question, il n'y a pas de problème, je ressens rien, arrête de m'ennuyer avec ces conneries. Le médecin s'en va. Là, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, le roi commence à se sentir un peu malade, un peu fiévreux. Il appelle le médecin et lui dit « Bon, bah là, ce qui serait bien, ce serait qu'on vous coupe le bras, parce que sinon, c'est foutu, quoi. Il commence à avoir une contamination par le champignon, voire une gangrène. Ça va pas être bien. » Et le roi, il fait « Bah non, je peux encore l'utiliser, j'ai mal, j'ai une petite fièvre, ok. Mais bon, ça va, quoi. » Et puis, la 5e fois, le roi est au bout du trou du rouleau, il est dans son lit en train de pourrir de l'intérieur. Il appelle le médecin et le médecin ne vient pas. Et le médecin ne vient pas parce qu'il sait qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'a pas besoin d'intervenir, aucune intervention n'a de sens. Et c'est ce modèle de réflexion, cette manière d'envisager les choses, elle se retrouve partout, pas seulement en médecine, mais aussi dans l'art militaire. Donc en fait, en gros, un vrai stratège, le plus grand des stratèges, dans cette pensée asiatique,
c'est pas quelqu'un dont on peut dire qu'il a fait preuve de grande vaillance, dont on peut louer sa grande sagacité, parce que généralement, personne ne sait qu'il est intervenu. Parce que le moment fatidique n'a jamais eu lieu. Le drame n'a pas eu lieu. Et bon, ça c'est un exemple qui n'a rien à voir, mais on peut donner l'esprit. Par exemple, tout le monde avait peur d'un crash de l'an 2000 là, avec les ordinateurs. Il y a des gens qui ont fait plein de choses pour l'empêcher, mais on ne saura jamais si ce qu'ils ont fait, ça a empêché le crash ou si le crash n'aurait jamais eu lieu. Puisque, en fait, on ne sait pas s'il y avait vraiment un crash. Les gens ne savaient juste pas si ça créerait un crash de passer à 2.0 alors que c'était à 1.9. Bon, bref. Mais au-delà de ça, donc on ne peut pas dire qu'il y a des héros qui ont sauvé le truc, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Bon, bah, le stratège, il est un peu comme ça. Bon. Maintenant, je vous lis une citation de Sun Tzu, du chapitre 4 de l'art de la guerre, qui résume un peu cette idée de cette position. C'est une position qui dit qu'en fait, il faut réduire au minimum l'engagement armé. Gagner, c'est pas se confronter sur le champ de bataille de manière immédiate et directe et frontale. Réduire au minimum l'engagement armé, ce qui implique de formuler cette idée extrêmement répandue que beaucoup de gens connaissent, qui est « les troupes victorieuses ne cherchent l'affrontement au combat qu'après avoir déjà triomphé. Tandis que les troupes vaincues ne cherchent à vaincre qu'une fois le combat engagé. » Je la répète parce qu'elle est étonnante et paradoxale. Les troupes victorieuses, donc elles sont déjà victorieuses, les troupes victorieuses ne cherchent l'affrontement au combat qu'après avoir déjà triomphé. Tandis que les troupes vaincues ne cherchent à vaincre qu'une fois le combat engagé. Et là, vous voyez que c'est très contre-intuitif, surtout pour un certain nombre de représentations qu'on a de l'art de la guerre, qu'on peut trouver dans les films, que ce soit les films de super-héros ou des grandes figures historiques, où on a l'impression que souvent tout se joue à ce dernier affrontement final où tout va se décider. Pour un stratège chinois, en tout cas pour Sun Tzu, pour Maître Sun, c'est pas du tout le cas. En fait, il faut entrer et s'engager dans un combat quand on sait que toutes les dispositions sont présentes pour que le processus du combat aboutisse à une victoire. On a déjà gagné avant de s'engager. Ok. Ça, clairement, c'est une pensée stratégique, c'est une conception de la stratégie qui est antinomique ou antithétique avec une vision chevaleresque, romanesque ou romantique, ou tragique du combat, qu'on peut avoir dans plein de lieux, en plein d'époques. Par exemple, la dernière fois, on avait regardé le film Spartacus. Dans Spartacus, ils ne savent pas s'ils vont gagner. Parfois même, ils savent qu'ils vont plutôt perdre. Mais ils engagent quand même le combat. Parce que ce qui compte, finalement, c'est l'honneur. Ils ont déjà gagné d'avoir prouvé qu'ils n'étaient pas des esclaves, puisqu'ils pouvaient se rebeller. Mais pour un stratège chinois, oulala, désolé pour un stratège chinois, l'honneur ne compte pas et la vertu ne compte pas à cette période-là. Ce qui compte, c'est le tche, c'est-à-dire non pas la vaillance interne et la vertu morale des combattants et leurs propriétés et leurs capacités propres, mais la disposition générale de la situation, des troupes et du chef de guerre. Il y a beaucoup de phrases, comme par exemple, dans la pensée taoïste, comme par exemple le Lao Tzu, vous savez, le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, l'espèce de matrice du taoïsme, dans lesquelles on dit qu'il est aisé de gérer une situation tant que les symptômes n'en sont pas manifestes. Et donc, il faut que le bon stratège ou le bon médecin agisse avant la manifestation même des indices et des symptômes de la situation. Ou alors, au paragraphe 68 du livre de la voie et de la vertu, du Tao Te Ching, Lao Tzu écrit « Le bon guerrier n'est pas belliqueux ». Le bon guerrier n'est pas belliqueux. Et il rajoute « est apte à défaire l'ennemi qui n'engage pas le combat avec lui ». Qui est apte à défaire l'ennemi qui n'engage pas le combat avec lui.
C'est, celui qui est apte à défaire son ennemi, c'est celui qui n'engage pas le combat avec lui. Et cette conception des choses, on la retrouve pas seulement dans le taoïsme, évidemment, ou dans les stratèges chez les stratèges chinois, mais aussi dans une forme de guerre particulière qui s'est déployée au XXe siècle de manière massive, mais aussi à la fin du XIXe siècle, et qui est la guérilla. La guérilla, c'est pas une guerre frontale. C'est pas une guerre entre deux armées qui vont se clasher sur un terrain. C'est une guerre où, au contraire, on est d'autant plus victorieux qu'on évite les affrontements frontaux. Or, la guerre de guérilla, elle a été en partie inventée par Mao et ses collègues au début du XXe siècle. Mais bon. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la guerre de guérilla est comparable à ce que dit Sun Tzu, dans la mesure où, quand même, pour lui, c'était pas de guerre tant qu'on n'est pas sûr d'avoir gagné. Enfin, j'imagine un peu. Alors que la guérilla, c'est au contraire la guerre tout de suite pour les prendre à surprise et pour se fondre dans le paysage. C'est pas tout à fait la même. En fait, là, c'est plus une question de définition. Je pense que la différence, c'est parce que la guerre de guérilla, c'est pas une guerre frontale, ça c'est sûr. Mais c'est pas non plus une guerre qui joue le tout pour le tout à un moment donné. La guérilla, elle est quand même dans la durée. Elle est dans la durée, elle est sur la base, par exemple, à Cuba, c'est les foyers, les focos. Elle est sur la base de plein de zones de repli profondes que dans des espaces difficiles d'accès, les marais, les forêts, les collines, les mangroves, enfin tous les espaces que l'État n'arrive pas à conquérir de manière directe. Ouais. Et du coup, en gros, il y a la guérilla, c'est pas le guet-apens permanent. C'est pas on saute sur le guet-apens, c'est une technique dans la guérilla, mais justement, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas se jeter sur la ville, donc on va juste se jeter sur les transports ou sur les nantis qui traversent les forêts. Voilà. La vie s'installe entre deux faits d'armes. C'est exactement. Et une guérilla qui dure, c'est une guérilla qui devient une forme de vie et qui n'est pas juste une forme de guerre, quoi. C'est, qui peuple l'espace. Bon. On n'a pas le phénomène d'exil, en fait. Clairement, c'est pas partir en exil et revenir avec son armée. On reste, on participe, même à la limite, même celui qui ne participait pas au début, il va participer. Exactement. Et puis il y a aussi un côté conversion, un côté amitié dans les villages, dans les campagnes, etc. Bon. Mais d'entretenir des liens, même entre les gens qui ne se connaissaient pas, qui ne s'appréciaient même pas, mais comme ils sont du même pays. Exactement. Bon, après ça c'était une parenthèse sur la guérilla, parce que eux c'est pas des guerres de guérilla, hein. Les Sun Tzu ils mènent pas des guerres de guérilla, c'est des guerres entre royaumes. Mais c'est intéressant de voir qu'ils ont cette conception de la guerre fondée non pas sur la vaillance, donc la vertu, mais fondée d'abord et avant tout sur la position-disposition. Et il y a des phrases où on va nous dire que le bon stratège demande la victoire au potentiel né de la disposition et non aux hommes qu'il a sous lui. C'est pas le caractère des hommes de la troupe, c'est pas leur morale ni leur vaillance qui va compter, c'est comment elles sont disposées sur le jeu de go de la situation, si on veut. Alors je continue parce que maintenant, ce que je veux faire, c'est définir ce potentiel né de la disposition, ce concept de Che. Il n'est pas vraiment défini dans le corpus taoïste, donc il est plutôt utilisé dans certains contextes, et c'est comme ça qu'on peut l'approcher. Et avant tout, on peut l'approcher par métaphore. Une des métaphores qui revient le plus souvent chez Sun Tzu, mais dans le taoïsme en général, c'est la métaphore la plus connue, qui a été même mobilisée lors des insurrections à Hong Kong en 2019. C'est la métaphore de l'eau. La métaphore de l'eau qui peut se ruer vers le bas qu'à condition qu'on l'ait accumulée en hauteur. Mais dans ce cas-là, si on a accumulé l'eau en hauteur, alors
il est certain qu'elle se ruera vers le bas et de manière extrêmement violente. Autrement dit, le potentiel né de la disposition, ici, dans la métaphore de l'eau, il repose même sur une métaphore spatiale, haut-bas. Si vous mettez quelque chose en hauteur et que vous le lâchez, il est certain qu'il tombera vers le sol. Vous avez déjà gagné s'il s'agit s'il s'agit d'y avoir un choc avec le sol, avec ce qui est en bas. Son efficacité est donc la conséquence d'un potentiel accumulé et disposé auparavant, au préalable, que l'on peut déclencher, lâcher, relâcher. Bref, la métaphore de la disposition, c'est aussi ça. C'est l'idée d'une accumulation d'un potentiel qu'on peut libérer. Mais il faut que ce potentiel ait été accumulé. Il y a une autre métaphore, et qui est plus intéressante parce qu'elle est technologique, et qu'elle correspond à une invention technologique de l'époque. En moins 400 avant Jésus-Christ, avant notre ère, les Chinois inventent une arme redoutable qui, en Occident, dans l'Occident médiéval, ne sera utilisée que très tardivement, que plus tardivement en tout cas. En moins 400, les Chinois, ils inventent l'arbalète. Et l'arbalète, c'est pas comme l'arc où, à un moment donné, le bras vaillant tend la flèche et la lâche dans une situation précise qu'il doit calibrer en fonction de son énergie du moment, de son attention, de ce qui l'entoure. Non, l'arbalète, c'est une petite machine, c'est un dispositif qui accumule le potentiel de tension grâce à un effet de clippage, c'est pas très compliqué, même si c'était quand même une grande invention, qui bande donc une corde à son maximum et prépare une flèche. Et ce dispositif, qui accumule un potentiel, de tension, peut nous donner une image ou une métaphore de ce que c'est que cette pensée des stratèges concernant la force ou la puissance de la disposition. La flèche en elle-même n'est pas incroyablement puissante. L'arbalète en elle-même n'est pas très intéressante. Et n'importe quel mec un peu fébrile peut porter une arbalète, à la différence d'un arc. Un arc, pour le tendre, il faut y aller. Il y a des arcs, moi je suis incapable même de les tendre 1 centimètre. Mais une arbalète, c'est mécanique. On peut remonter l'arbalète. Et donc n'importe quelle personne sans vaillance et sans force physique particulière peut faire usage d'une arbalète. Évidemment, il y a des nuances, il y a les meilleurs arbalétriers, il y a les arbalètes à bras, c'est pas la même chose, il y a des différents types. Mais l'esprit est celui-là. L'idée d'un anonymat du corps qui met en œuvre le processus d'accumulation d'un potentiel rendu possible par un dispositif technique, mais pas forcément technique. Pas seulement technique et matériel. Ok. Ensuite, le commentaire que nous fait Sun Bing Fa dans le livre Sun Bing Fa, l'art de la guerre, ou la loi de la guerre plutôt, Bing Fa, c'est que tandis que le point d'où part le coup dans l'arbalète est à proximité, entre l'épaule et la poitrine, on peut tuer des gens à plus de 100 pas, sans même que les autres se rendent compte d'où le coup est tiré. Vous voyez le côté... quelque chose qu'on retrouve avec l'idée des drones, par exemple, de la mort à distance, et qui est moralement, aristocratiquement et romantiquement considérable, à considérer comme acte de pure lâcheté, et quelque chose de forcément profondément injuste et déplorable. Or, pour les stratèges chinois, pas du tout. Et vous allez voir quand Clausewitz, lui, il est très contre ce genre de manière de faire, de penser, mais pour un stratège chinois, c'est parfaitement légitime. Plus on est loin de sa cible et moins on a besoin de s'engager au corps à corps avec elle, plus le dispositif qui entoure la situation nous permet de vaincre sans un seul coup de feu, eh bien mieux c'est. C'est pourquoi l'arbalète est le dispositif matériel, concret, technique, inventé en moins 400, qui représente ou qui donne une image ou une métaphore de ce concept du tche ou de la disposition, du potentiel né de la disposition, permettant de vaincre
sans livrer combat. Enfin, une dernière petite métaphore, mais là plus simple, qui est donnée par Sun Tzu dans le chapitre 5. Pour celui qui est expert dans l'utilisation de ses troupes, ce potentiel né de la disposition est comme de faire dévaler des pierres rondes du plus haut sommet. Voilà. Encore un peu cette idée de l'eau qu'on fait tomber, de la pierre qui dévale du haut sommet, et enfin, bon, de l'arbalète. Bref, je crois qu'on a compris un peu l'esprit de cette position, de cette conception du stratège chinois à la Sun Tzu, qui se différencie fortement d'une conception de stratèges occidentaux, comme par exemple Clausewitz. Et je vais vous montrer, je vais vous dire pourquoi maintenant. Vous savez que Clausewitz, c'est un théoricien de l'art militaire, de la guerre. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « De la guerre », dans lequel le concept central, c'est exactement le contraire du concept de disposition de Sun Tzu. Si pour Sun Tzu, il y a une sorte d'automaticité de la guerre, c'est-à-dire qu'une fois que le dispositif est mis en place, il n'y a plus grand-chose à faire, le déroulement même du processus entraînera la victoire. Pour Clausewitz, ce n'est pas le cas. Clausewitz, ce qui compte, c'est la bataille rangée. Die Schlacht. Ça se prononce comme ça. Die Schlacht. Vas-y, dis-le. C'était quoi le mot Schlacht? Schlacht. Ouais, Schlacht. Die Schlacht. Alors les Chinois, ils ont le Che, et les Allemands, ils ont le Schlacht. Et l'idée de Clausewitz, c'est que la destruction par voie détournée, par dispositif, par processus, comme Sun Tzu nous le montre, bon, c'est des choses de médiocres. Ceux qui font ça, c'est des petits médiocres, des petits rusés, des filous. Et derrière, il y a aussi l'idée, c'est plutôt certains peuples, certaines races qui font ça. Mais pas la sienne. J'entre pas dans les détails, mais après, je vous donnerai un exemple. Parce qu'en fait, c'est très présent aussi dans la culture occidentale d'associer les stratagèmes, les ruses, les machins comme ça à un certain peuple. Mais je pense que vous l'avez tous en tête, vous voyez déjà... Enfin, même si c'est pas encore évident, mais bon, voilà. Et pour Clausewitz, faire la guerre, c'est die Schlacht, donc la bataille rangée. Ce n'est pas pour lui du tout, comme pour le chinois, un aboutissement, un petit point à un moment donné du grand processus. Pour lui, c'est là que tout se joue. Donc, évidemment, ça produit une inversion totale par rapport à ce qu'on vient de dire. Pour Clausewitz, ce qui compte, c'est les qualités morales de vaillance des particuliers qui sont dans les troupes de guerre. Voilà. Bref. Je finis ce premier moment de l'exposé sur cette distinction, la pensée de la stratégie par Che et la pensée de la stratégie par Schlacht, die Schlacht, c'est-à-dire la bataille rangée, l'affrontement. On voit que quand on privilégie cette conception du point d'affrontement par rapport à la conception du processus qui s'enclenche un peu tout seul de manière automatique, on ne déduit pas exactement les mêmes choses pour ceux qui se battent, comment ils pensent, comment ils sont, comment ils se comportent, et on n'est pas dans des mêmes visions, des mêmes logiques de la bataille et de la guerre. Je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, je dis juste qu'il faut faire attention à l'une et à l'autre. Voilà. Donc, deuxième partie de cet exposé, c'est, je voulais vous montrer deux stratagèmes qui décrivent, en gros, cette idée que le clivage concret, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, celui de processus. C'est un clivage dans lequel les clivages abstraits, ceux de confrontation, fonctionnent au service
de ceux qui ont choisi la voie du processus plutôt que la voie de la confrontation. C'est-à-dire que dans une confrontation comme ça, le corps à corps, il y a peut-être un petit malin qui ne se bat pas, mais qui l'emporte sur les deux autres. Et qui a choisi la voie, disons, de la profondeur, de l'infrastructure, de la durée. Le premier exemple que je veux vous donner, il faut que je le retrouve, ou peut-être je vous le donne à la fin, celui-là, comme ça me permet de le retrouver plus tranquillement après. C'est l'exemple d'un type qui profite de la confrontation entre deux royaumes pour être celui qui gagne à la fin en faisant le messager des deux. Mais avant de donner cet exemple, je vais vous donner un autre exemple. Page 200 des 36 stratagèmes, qui est un livre du 11e, 12e siècle chinois, qui récapitule des stratagèmes de la tradition d'avant notre ère. Cet exemple, c'est pas un exemple chinois, c'est un commentaire d'un stratagème chinois à partir de notre culture à nous, fait par Jean Lévy. Donc, c'est des références occidentales. Mais je trouve qu'elles sont très intéressantes. Le premier exemple, c'est l'exemple de... Bon, déjà, de quoi c'est l'exemple pour moi ? Je vais vous donner l'exemple d'une situation où il y aurait en apparence deux camps opposés. Par exemple, l'antiterrorisme et les terroristes, les espions de l'État et les anarchistes, mais où, et c'est un exemple un peu romanesque, ça vient d'un livre, mais où en fait on s'aperçoit progressivement que tout ça joue pour un seul grand Manitou. Évidemment, c'est une vision un peu paranoïaque, un peu même presque théologique des choses, mais c'est un modèle intéressant et j'aimais bien cet exemple, donc je vais vous le lire. Ça vient du roman de Chesterton. Je ne sais pas si... je t'avais déjà entendu parler de Chesterton, donc je ne sais pas si tu l'as lu. Il s'appelle Le nommé jeudi. Okay. Dans ce roman, il y a un type qui s'appelle Jeudi, qui est un agent de service secret britannique, infiltré dans une communauté internationale anarchiste, dont tous les responsables et les chefs ont des prénoms de jours de la semaine. Donc il y a lundi, mardi, mercredi. Jeudi, c'est l'espion. Et puis après, il y a vendredi, samedi et dimanche. C'est censé être le grand chef de cet anarchisme international dit terroriste du point de vue de l'État et des services secrets britanniques. Or, la mission de Jeudi consiste à démasquer dimanche. Où est dimanche ? Qui est dimanche ? Or, au cours de sa mission, peu à peu, il va aller de surprise en surprise. Je vous lis le texte. Il découvre d'abord que les 5 autres jours de la semaine, ses compagnons, sont comme lui des espions infiltrés au service des principales grandes puissances. Donc en fait, les 5 autres chefs de l'organisation internationale terroriste anarchiste sont aussi des espions d'autres grandes puissances à la recherche de la compréhension de c'est qui ces anarchistes internationaux. Premièrement. Puis, progressivement, il s'avère que le mystérieux dimanche, le cerveau Manitou de l'organisation recherchée par toutes les polices, est en fait le directeur de Scotland Yard. Donc, bon bref, merde. Plus il s'enfonce dans le groupe des anarchistes internationaux, plus il se rend compte que l'organisation terroriste est une émanation pure des organes de sécurité étatiques. C'est l'antiterrorisme qui a créé cette organisation internationale, mais sans s'en rendre compte, à vouloir la noyauter. Pour finir, je dis à la révélation, bon alors là on passe dans la métaphysique, que même le chef de Scotland Yard, en fait, c'est une couverture. Dimanche, le chef des services secrets de Sa Majesté n'est autre que Dieu lui-même en personne. Et donc, dans une apothéose finale, Dimanche commence à gonfler, et se transforme dans un énorme ballon totalitaire. C'est Dieu même. Et au fond, on ne sort pas de la conspiration infinie, quoi. Bon, ça, c'est juste une fable morale. Chez certains, qu'est-ce qu'il voulait dire dans cette petite fable amusante ? C'était que dans la lutte du bien et du mal, du yin et du yang, dans l'opposition, en fait, il y a quelque chose qui se joue et qui est le même plan univoque, unitaire,
Bon, là, pour le coup, c'est de Dieu, de la providence, de Dieu, voilà, peu importe. Or, cette vision un peu métaphorique, romanesque des choses, eh bien, elle n'est pas complètement fictive. C'est pas seulement de la littérature. Ça a existé. Dans un livre écrit par Hans Magnus Enzensberger, qui est consacré aux rêveurs d'absolu, c'est-à-dire des terroristes, des 10 terroristes du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle aussi. À la fin du XIXe siècle. Comment t'écris Hans Magnus? Hans, H-A-N-S, Magnus, M-A-G-N-U-S, et Enzensberger, E-N-Z-E-N-S-B-E-R-G-E-R. Ce type, il a écrit sur les rêveurs d'absolu, c'est-à-dire des gens équivoques. Vous savez, le clivage, c'est censé être pas équivoque, quoi. On sait très bien quel camp on appartient. Mais des gens équivoques, comme un certain personnage qui s'appelle Azef, qui est le chef principal de l'organisation de combat émanant du Parti des révolutionnaires sociaux en Russie. C'est des agitateurs russes. Ce type Azef, qui était le chef principal de cette organisation de combat, se révèle plus tard, historiquement, être un agent ou un agent double de l'Okhrana, la police secrète tsariste. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Et Hans Magnus Enzensberger écrit « Le mystère de ce personnage ne sera jamais tout à fait élucidé. Il est d'une stature luciférienne. Le plus petit des gestes d'Azef est d'une ambiguïté vertigineuse. Non seulement il a trahi les révolutionnaires, mais il trahissait en même temps le gouvernement en faveur des révolutionnaires. » Bon, bref, il joue pour lui-même, quoi, en gros. Il n'a pas seulement été membre du Parti des révolutionnaires sociaux, il a été l'un des terroristes les plus doués et les plus radicaux de son temps. Il a préparé et organisé une série interminable d'attentats. Cette liste fantastique témoigne qu'Azef n'a jamais été un instrument aux mains des chefs de la police secrète, et pourtant, c'est bien un espion de l'Okhrana, des services secrets tsaristes. La conclusion que tire Enzensberger à propos de ces rêveurs d'absolu, c'est qu'en fait, les deux organisations secrètes, la terroriste d'un côté et la policière de l'autre, qui en fait fonctionnent sur une sorte de même modèle, est le lieu où des personnages ambigus, comme Azef, peuvent apparaître, qui vivent entre et par-delà le clivage lui-même. La raison pour laquelle cette situation est possible, c'est parce que, au lieu d'avoir une simple opposition entre le terrorisme international anarchiste d'un côté et les services secrets tsaristes, d'avoir une seule opposition, il y a aussi des intérêts conspirants entre les deux parties. En tout cas, du point de vue de l'État, il y a un intérêt à ce que continue à exister l'organisation terroriste. Du point de vue de l'organisation secrète de l'Okhrana, il y a un intérêt, une sorte d'effet d'inertie qui fait qu'ils ont besoin qu'existent des conjurations, des complots, des attentats. En gros, ils ont besoin qu'il y ait une pérennité des organisations terroristes pour que leur propre organisation, leur propre mobilisation de ressources, leur propre job soient conservés et existants. Ce que je voulais dire à partir de ces deux exemples, l'un fictif de Chesterton et l'un plus réel de l'Okhrana et de Azef, c'est l'idée que il y a un point de vue à partir duquel on peut regarder les clashs et les oppositions comme jouant un jeu commun, un effet de conspiration commune, et qui mène à la victoire d'un autre type de réalité que simplement les deux camps en présence. Par exemple, là, c'est l'inertie d'un certain statut, de certaine surexistence ou existence des institutions elles-mêmes qui luttent les unes contre les autres. L'antiterrorisme a besoin du terrorisme pour continuer à exister.
Et donc, jamais elle décidera de dépérir par elle-même la mission accomplie. Et inversement, bref, ça va comme logique un peu générale. Bon, c'est un peu abstrait, un peu confus, mais ça va comme idée. Comme ça, je peux passer aux autres exemples. Ok. Je passe maintenant à un autre exemple de cette idée, parce que vous savez que du coup, moi je voulais parler du clivage, des oppositions et tout, mais je voulais aussi parler vivre entre chien et loup, de l'ambiguïté, du fait d'être sous le clivage et de peut-être bénéficier de l'existence des clivages. Bon. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est donné par Jean Lévy, page 219. Je vous ai dit, bon là on est dans la pensée conspirationniste à fond, vous allez délirer. Balzac, c'est pas forcément un très agréable monsieur, mais il y a les fantasmes de l'Occident font que va être identifié dans un certain peuple un certain nombre de ces qualités dont je vous parlais tout à l'heure, celles de la ruse, la sournoiserie, le combat indirect, le fait d'être oblique, un peu recourbé. Et vous savez quel est ce peuple, c'est évidemment les Juifs. Pour les Occidentaux, le roublard commerçant qui essaye de vous avoir et de vous arnaquer, etc. Mais après, ça peut être n'importe qui parce que ça se déplace très vite. Ces connotations moralisantes, etc. Une parenthèse, chez Nietzsche, par exemple, le juif, c'est l'exemple du peuple le plus intelligent. Mais pour lui, c'est pas un compliment d'être intelligent. Parce que c'est celui qui, pour survivre, a besoin d'être rusé. Et qui ne peut pas être frontal, vertueux, romanesque, aristocratique, comme Nietzsche parfois peut le fantasmer. Je rappelle que je suis juif et que je ne suis pas en train de jouer avec les clichés antisémites pour le plaisir. Je le fais parce que j'essaie de revaloriser, de contrebalancer ce qui a été conçu comme vraiment médiocre et placé sur les juifs. Et là, il se trouve que l'exemple, c'est avec un juif. Donc, bon. C'est un exemple de Balzac dans Eugénie Grandet. Cet exemple, c'est l'exemple en quelque sorte d'un stratagème où les deux parties adverses, en fait, vont, au lieu d'être dans une opposition, alors même qu'il existe une opposition manifeste, conspirent l'un à l'autre pour faire gagner l'un des deux partis, à leur insu. Bon, ici, il s'agit d'un moment de marchandage entre un juif et le père Grandet. Et vous allez voir comment le juif arrive à faire en sorte que le père Grandet soit celui qui formule et propose le deal qu'il ne veut pas. Je vous lis l'extrait de Balzac. Bon, en gros, le contexte, c'est que Grandet, il fait semblant d'être sourd, de mal parler, d'être un peu idiot. Et en fait, il le fait depuis qu'il s'est fait arnaquer par ce juif. Et donc là, on nous rappelle qu'est-ce qui s'est passé. Donc, l'histoire du bégaiement et de la surdité de Grandet a pour origine le fait que... elle a pour origine cette histoire. Personne dans l'Anjou n'entendait mieux et ne pouvait prononcer plus nettement le français angevin que le rusé vigneron. Alors qu'il se fait passer pour un gros sourd, pour un bègue. Bon. Jadis, malgré toute sa finesse, il avait été dupé par un Israélite qui, dans la discussion, appliquait la main à son oreille en guise de cornet. Donc le juif, l'Israélite, comme disent les antisémites à l'époque, bon, il applique sa main à son oreille quand il discute, là, quand ils sont en train de marchander. Sous prétexte de mieux entendre et baragouiner si bien en cherchant ces mots, que Grandet, victime de son humanité, se crut obligé de suggérer à ce malin juif les mots et les idées que paraissait chercher le juif lui-même, d'achever lui-même les raisonnements du dit juif, de parler comme devait parler ce damné juif, d'être enfin le juif et non Grandet. Le tonnelier, sorti de ce combat bizarre, ayant conclu le seul marché dont il eut à se plaindre pendant le cours de sa vie commerciale. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est l'idée que, bon, là, le stratagème, il est tout pourri, mais c'est... quoi ? Désolé, je vous entends mal. Et puis, vous savez, là, ce bonhomme, là, il essaye de quoi ? Il essaye de... Elle lui a piqué son stratagème, sauf que ça marche pas, tu vois. Ouais, je sais. Il essaie d'arnaquer le gars. En fait, en gros, en bégayant, en hésitant et en faisant semblant qu'il est à moitié sourd, il force Grandet à finir ses phrases, à construire le discours de l'autre. Évidemment, en fait,
c'est une manière de manipuler le commerçant avec qui il essaye de dealer, de négocier, de façon à ce que ce soit lui qui propose et formule le deal, et qu'il soit dans sa tête, en fait. Et ce stratagème, pour moi, il est intéressant au sens où on peut être dans une situation où, au lieu d'être dans le clash, l'affrontement, toi t'es un salopard et moi je suis un gentil, toi t'es du bien, moi je suis le mal, ou inversement d'ailleurs plutôt, on peut être dans une situation où en parlant moins, et, c'est pas mon cas, mais en parlant moins, en bégayant plus, en ayant l'air de moins savoir que les autres, de moins être sûr, on peut faire finir les phrases par l'ennemi, de façon à ce que c'est lui qui formule et qui pense ce qu'en fait nous sommes en train de formuler et penser de manière secrète, dissimulée, narquois, pour le dire avec Balzac, d'être enfin le juif et non Grandet. Bon, bref. Ça, c'était le deuxième exemple que je voulais vous donner. Laisse, on va te déléguer auprès de Poutine, je pense. Ah ouais, tu sais, genre, rusé avec Poutine. Voilà. Oui, mais je pense qu'il ne va pas accepter qu'un juif... Tu vas prendre le rôle. Non, mais si je passe par le juif, c'est parce que, bon, c'est l'exemple de Balzac, il y a un juif, mais aussi parce que c'est vraiment inscrit dans la culture occidentale antisémite d'associer le juif à la ruse, à l'entourloupe, à la voie oblique, la roublardise, et aussi les Chinois. Et c'est marrant, quoi. Genre, on retrouve, l'Occident a projeté tout ce qu'elle aimait pas en termes de roublardise, de sournois, de voie oblique, etc. Du côté des Juifs, mais aussi du côté des Chinois. Et il se trouve que pour les Chinois, en fait, ça s'atteste quand même sur un certain sens. Mais pour eux, c'est très valable. Pour nous, c'est très moralement blâmable. On n'aime vraiment pas. Bon, bref. Donc ça, voilà, j'ai donné un premier exemple fictif, Chesterton, un deuxième exemple plus concret, Lokrana, avec Assef, un deuxième exemple plus narratif, Balzac, de technique locale de commerce, bon, voilà. Je voudrais juste finir sur un dernier truc. Voilà. Un dernier truc, et après j'ai fini, et cette fois on retourne chez les Chinois, parce que quand même, on parlait d'eux. Pour revenir un peu sur l'idée que, en fait, parfois il y en a qui gagnent en profondeur, par exemple, du point de vue des infrastructures du monde, plutôt que du point de vue des combats de surface. Et que peut-être un combat frontal, plus intéressant qu'un combat dans la rue, manifestation, je sais pas quoi, ça peut être un combat contre un certain nombre de choses. Bon, je vais lire l'anecdote et puis on en discute. Alors. Ah mince, je me suis trompé de page. C'est pas ça. Ah voilà, si c'est ça. Bon. C'est une ruse imaginée par Su Tai qu'on trouve dans les stratagèmes des royaumes combattants. C'est pas ce livre-là. Le Chu de l'Est voulait se lancer dans la riziculture irriguée. Voilà, on n'est plus dans un contexte d'anarchisme, de terreur, de politique, on est dans un contexte commercial, économique. Oui. C'est quoi Le Chu, c'est un royaume pendant la période des royaumes combattants. Le Chu de l'Est voulait se lancer dans la riziculture irriguée, car les rendements étaient plus élevés que ceux du blé. Son voisin et rival, le Tchéou occidental, avec lequel il se trouvait en conflit et qui contrôlait le cours de la rivière en amont, lui refusait l'eau. Donc, conflit de possession des ressources, l'eau, lié à une situation qui est de l'ordre du dispositif, un amont, un aval. Si vous êtes en amont, vous contrôlez l'aval. Classique dans ce temps-là. Le souverain du Tchéou de l'Est s'en désolait. Il s'en ouvrit à Su Tai, de passage dans sa principauté. Celui-ci lui promit de s'occuper de l'affaire. Il se rendit chez son rival et lui représenta qu'il avait tout intérêt de céder l'eau à son voisin. Une fois que celui-ci se serait converti à la riziculture, il le tiendrait à sa merci. Il suffirait de lui couper l'eau pour ruiner son économie. Donc il y a deux personnes qui veulent
il y a le Chu de l'Est qui veut l'eau du Chu occidental qui est en amont pour pouvoir se lancer dans la riziculture sur ces terres. Mais au début, l'autre ne veut pas. Et il se met à accepter lorsqu'il comprend que si le type se lance dans la riziculture et qu'il fonde son économie sur le riz, eh bien, en fait, il est deux fois plus en mesure de le contrôler. C'est plus seulement de contrôler l'eau, mais c'est aussi contrôler les famines dans son royaume. Donc il finit par accepter. Le souverain du Chu occidental fut enchanté de ce plan ingénieux. Le souverain du Chu oriental, de son côté, était aux anges. Il allait pouvoir enfin exploiter ces terres en riz, dont les rendements bien supérieurs lui permettraient d'amasser les surplus nécessaires à la levée des troupes pour attaquer son voisin. Quant à Sutai, il fut grassement récompensé par les deux souverains. Qu'est-ce que c'est que la morale de ce petit stratagème ? C'est que, moi je pense que c'est c'est une matrice spatiale des rapports de force, ce truc. C'est que, en gros, celui qui est en amont du cours d'eau contrôle les ressources en eau et évidemment donc les ressources en riz de celui qui est en aval, mais l'autre réussit à passer ce deal où il peut développer ses rizicultures, donc renforcer sa population, la multiplier et créer les troupes qui permettront d'attaquer le pays pour récupérer l'amont. Donc en fait, la situation, c'est une intégration économique des deux pays. Une intégration, voilà, je te laisse mon eau, tu peux faire ta riziculture. En fait. Et en même temps, en fait, c'est la préparation d'une guerre, quoi. L'un pour couper le robinet en eau et l'autre pour multiplier ses troupes. Donc qui est-ce qui s'en sort à la fin dans cette situation ? C'est l'espèce de malin petit Sutai qui, entre les deux, leur a vendu cette situation de merde. Et à l'échelle mondiale contemporaine, c'est qui ? C'est un certain nombre de capitalistes qui font en sorte que les pays fassent des pactes, des organisations, etc. Les vendeurs d'armes aussi. Comment ? Les Les vendeurs d'armes, les marchands d'armes. Mais tu vois, Voilà. toutes ces organisations qui, en fait, bénéficient des jeux de rivalité entre nations, entre États et entre frontières. Et pour finir avec ça, ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle que, par exemple, l'Europe, là, actuellement, elle est sous perfusion de pétrole russe, avec les 4 ou 5 grands pipelines qui envoient le gaz et le pétrole russe en Europe. Et c'est à double tranchant. Ça permet de développer les économies occidentales, de favoriser leurs armements, etc. En même temps, ça permet aussi à l'autre de fermer le robinet quand il voudra foutre la merde économiquement dans ce pays. Et ça ressemble un peu à cette situation, cette petite anecdote, etc. Mais alors du coup, qui gagne entre les deux ? Qui remporte le pactole, etc. Des gens comme Total, tu vois, des organisations capitalistes, des oligarques qui en ont rien à foutre et qui partiront dans leurs îles au moment venu. Voilà, je finis là-dessus parce que c'était un peu populiste comme fin, mais bon. Mais c'est pour dire qu'en gros... les oppositions, frontales, ponctuelles, etc. Les grands blocs Est-Ouest, etc. Soi-disant de conflits profonds. Ils cachent aussi des continuités économiques, infrastructurelles, qui peut-être sont les vrais objectifs d'un clivage plus profond. Voilà. Bon, c'est un peu de la merde ce que j'ai dit, mais voilà, je finis là-dessus. Merci.